Voilà, vous avez entendu la tribune de M. Guénaud, les paroles de Vladimir Poutine. Je poserai la question à vous tous d'ailleurs, que ce soit Laurence, France Dusmé, Josué et tous les autres qui sont autour de la table avec nous. Que vous inspirent ces propos tenus tant par l'ancien conseiller du président de la République que par Vladimir Poutine qui fait la une de l'actualité depuis maintenant 2 mois? Jusqu'à maintenant, Poutine ne fait rien qu'il n'a jamais dit auparavant. Donc, évidemment, il ne met pas sur la table sa stratégie. Il ne dit pas par où il va commencer et comment il va faire. Mais il dit les étapes et il dit aussi comment est-ce que les choses peuvent s'arrêter. Et donc, à partir du moment où on a commencé à entrer dans cet engrenage depuis 2008, et donc il fallait, si on a bien observé, s'attendre à ce que on en arrive là, parce qu'il avait fait la même chose avec la Géorgie, et Sarkozy et Guénaud, qui étaient alors au pouvoir, ont réussi à, à empêcher qu'on en arrive à une destinée funeste pour le continent européen et asiatique. Et au lieu de calmer les choses, les successeurs européens de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel ont continué à aggraver les choses, poussés par les Américains. Et donc, est arrivé ce à quoi on devait s'attendre, à ce que Poutine envahisse l'Ukraine et qu'il brandisse l'arme nucléaire, parce qu'il sait très bien qu'il a en face de lui de grandes puissances qui ont de grandes armées et que la seule différence se fera au niveau de l'arme nucléaire. Et donc, les Européens vivent dans une sorte de tour d'ivoire en se disant que à chaque étape, non, arriver là. Rappelez-vous que avant l'invasion de l'Ukraine, tout le monde disait non, Poutine ne va pas envahir l'Ukraine. Et ça s'est passé. Et je disais non, ça ne va pas arriver jusque-là, il n'ira pas jusqu'à Kiev. Il a été à Kiev. Il en est ressorti, mais il a été. Et là, on est en train d'entendre la même musique. Non, il ne fera pas usage de la bombe nucléaire, comme si la bombe nucléaire n'avait jamais été utilisée dans l'histoire de l'humanité. Donc, je pense que nous devrions nous ressaisir et comprendre que ces choses-là sont des choses qui peuvent arriver et nous sommes sur la voie que ces choses-là se produisent. Nous ne devrions pas nous demander ou faire la politique de l'autruche, de dire non, ça ne va pas arriver, mais plutôt, si ça arrive, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelque chose qui me dérange profondément, c'est que les motivations réelles ne sont pas exposées. On se doute bien que cette guerre, cette surenchère, c'est une surenchère permanente et que ceux qui sont derrière et qui tirent les ficelles n'exposent pas directement leur manœuvre, c'est-à-dire la raison pour laquelle ils poussent Poutine à prendre un certain nombre de mesures. Lui, je dis toujours qu'ils oublient que Poutine, c'est un joueur d'échecs et que tout ce qui se produit, il l'avait déjà anticipé, ne serait-ce qu'au moment où il a fait la BRICS. Il a fait la BRICS bien avant qu'on l'expose à des mesures financières et qu'on le sorte du système SWIFT. Donc, il avait déjà pris les mesures. Lui, il regarde venir les événements, il dit, moi, je ne veux pas arriver à l'extrême, mais à partir du moment où il y a une limite qu'il demande de ne pas dépasser, et si la limite n'est pas dépassée, alors on peut revenir à quelque chose de plus raisonnable. Mais il se trouve que derrière, il y a les États-Unis et derrière les États-Unis, qui sont ceux qui, derrière les États-Unis, poussent à faire la guerre? Les mêmes qui ont poussé à faire la première et la deuxième guerre. Et ce sont ceux-là qui, parce que la guerre, c'est leur manne financière en fait. Et donc, on voit bien que, et c'est ça qui me dérange, c'est que
les vraies motivations, les vrais motifs ne sont pas exposés. Et on va pousser donc dans cette escalade en ne sachant pas jusqu'où ça peut aller. Mais eux, faut savoir une chose, c'est que plus il y a de morts, ça veut dire plus pour eux, ça veut dire plus il y a de sacrifices et plus ils ont du pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi ça leur manière de fonctionner. Je vais demander à Laurence, est-ce qu'elle a déjà des réactions sur Zoom et sur YouTube? Nous avons, une petite réaction de Stéphane qui nous dit sur YouTube que c'est depuis 2014 que Poutine se prépare à cette guerre selon ses activités économiques et qu'il a acheté beaucoup d'or avec la Chine d'ailleurs. Et ils ont pour objectif donc de s'attaquer aux États-Unis. Il surenchérit en disant que la Russie est en train de nouer des accords militaires avec l'Afrique et ce que selon la Bible, nous avons dans l'armée des 200 millions, il y aurait peut-être dans cette armée, selon ce que la Bible déclare, les peuples africains. Il se trouve que nos internautes sont plutôt intéressés aussi à savoir, évidemment, est-ce que l'Apocalypse annoncerait une guerre nucléaire? Si c'était le cas, dans quel verset et comment et par quels moyens, puisqu'il est dit que c'est Dieu seul qui pourra détruire la terre. Certains internautes étaient intervenus la semaine dernière pour dire qu'ils abordaient la question de la fin du monde avec un petit peu de prudence parce que certains internautes se répondaient les uns aux autres que beaucoup de personnes haut placées contrôlent les images, contrôlent la communication et contrôlent aussi les avis que l'on peut avoir sur les différentes personnalités politiques. Et il se trouve qu'un internaute disait qu'il ne croit même pas que certaines interventions de Poutine soient bien traduites, qu'on lui donne un rôle très négatif, alors que de l'autre côté aussi, d'autres dirigeants politiques tirent les ficelles et il ne serait pas étonnant que les États-Unis orchestrent toute cette ambiance parce qu'ils sont en train peut-être de préparer autre chose derrière le dos de tout le monde, comme ils ont l'habitude de le faire. C'était pour revenir sur ce que Jost disait, c'est que il y a un bloc qui n'affiche pas ses réelles motivations, mais nous ne sommes pas surpris. Je pense que lorsqu'ils allaient attaquer l'Afrique, ils partaient avec des bateaux remplis d'armes. Ils expliquaient que ces armes-là, ils allaient affronter des tribus cannibales et qu'il fallait donc qu'ils se protègent. Lorsqu'ils ont été attaquer l'Irak, ils ont dit que c'était pour rétablir la démocratie et enlever un dictateur. Pareil pour la Libye, Kadhafi était censé être un criminel, etc. Donc, nous ne sommes pas surpris. Les vraies motivations ne sont jamais affichées pour la simple et bonne raison, c'est que ces motivations-là ne sont pas nobles. Hein. Comment dire au peuple qu'on va attaquer la Libye pour récupérer son pétrole? Ça ne passe pas. Mais dire que c'est pour rétablir la démocratie, sauver le peuple libyen d'un tyran sanguinaire, là, ça passe mieux. Donc, nous ne sommes pas surpris que les motivations réelles ne soient pas affichées parce que ça fait des millénaires même que c'est comme ça. Même depuis la guerre de religion, c'était sous prétexte de convertir les gens qu'on allait leur enlever la vie. Donc, on ne doit pas être surpris que ces motivations-là ne soient pas clairement affichées parce qu'on sait qu'elles ne sont pas nobles. Dans ton intervention, France, tu n'as pas précisé qui étaient les auteurs de tous les actes que tu as dénoncés. Moi, j'ai supposé qu'il y en avait au moins 3. Les États-Unis, les croisades par les catholiques et bien entendu la destruction de Kadhafi, derrière laquelle il y avait la France ou je ne sais quel pouvoir. D'ailleurs, toutes ces puissances sont liées entre elles. Hein. Elles se donnent la main et elles décident du sort de l'humanité ou des humanités, on va le dire ainsi, puisque allant d'un continent à l'autre, nous pourrions dire que l'humanité, elle est quand même plurielle dans la mesure où il s'agit de cultures différentes, cultures politiques différentes, cultures religieuses différentes. D'ailleurs, je me suis posé la question, est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas une grande guerre de religion finalement? Parce que on parle souvent de l'axe du mal, l'axe du bien, établir la démocratie, alors que si nous regardons le continent européen, il y a des démocraties
Mais il y a des monarchies aussi, des monarchies constitutionnelles, nous avons des républiques monarchiques, nous avons toutes ces choses qui semblent justifier les interventions d'un tel, ici ou là. Mais alors le problème, c'est que est-ce qu'il y a dans l'histoire une puissance qui se voudrait être, et c'est une question ouverte d'ailleurs, se voudrait être le gendarme du monde ou la morale du monde? C'est là la question. Est-ce qu'un jour on verra les Brésiliens partir en guerre et envahir l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, et puis peut-être traverser l'océan, aller en Afrique, se tourner vers les Européens? Est-ce qu'on verra les Africains faire la même chose? Il y en a un qui, dans son coin, se dit, bon, il est temps d'arrêter tout ça. Et puis, il arrive à réunir une grosse armée ou des moyens. Et puis, est-ce que c'est vers cela que nous allons ou est-ce qu'il y a d'autres passerelles? Que pensez-vous? Je pense qu'aujourd'hui, nous allons plus faire de la réflexion que des imprécations, finalement. Je crois qu'il ne faut pas oublier effectivement que pour l'opinion, ils ont besoin, on le disait dans une présentation précédente, qu'il faut qu'ils obtiennent notre consentement, mais pas notre consentement éclairé. Il faut simplement qu'ils obtiennent notre consentement. Et pour avoir notre consentement, rien ne vaut la propagande. Et donc, pour que nous puissions accepter le fait qu'ils avancent leur pion sur l'échiquier, eh bien, il faut qu'ils aient préparé l'inconscient collectif à accepter un certain nombre de choses parce que, effectivement, comme tu disais, France, les motivations sont inavouables, en fait. Je crois qu'il y a 2 ou 3 axes sur lesquels on pourrait se concentrer, mais je crois qu'on les a déjà évoqués. Poutine représente pour eux l'axe du mal aujourd'hui, où ils le font passer pour étant celui qui représente l'axe du mal, pour la simple et bonne raison que Poutine refuse un monde unipolaire. Les États-Unis voudraient un monde unipolaire où ils sont les seuls maîtres à bord, les seuls maîtres à la manœuvre. Poutine dit non, il ne veut pas d'un monde unipolaire, il veut d'un monde multipolaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que ceux qui veulent ce monde unipolaire, on le sait que finalement, l'orientation finale, l'objectif final sera de donner à la bête sa puissance, son pouvoir, et donc, il faut qu'il travaille dans ce sens-là. Alors que, et pour cela, malgré le fait que sous une apparence de chrétienté ou de christianisme, ils détruisent, leur but c'est de détruire le christianisme totalement, alors que lui, Poutine, garde les valeurs et défend les valeurs d'un christianisme orthodoxe, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, il n'accepte pas chez lui qu'il y ait le LG, enfin les normes qu'on leur impose sur tout ça. Il dit, lui, c'est hors de question. Ensuite, l'objectif qui est d'avoir le monopole du monde, ce n'est pas d'aujourd'hui que les États-Unis, qui se veulent être la première puissance mondiale, revendiquent ce statut, sauf qu'on voit bien qu'au fil du temps, un certain nombre d'éléments qui faisaient d'eux cette première puissance mondiale sont en train de leur échapper et malheureusement pour eux, à travers ce qui se passe aujourd'hui, ils sont en train de perdre l'hégémonie financière, c'est-à-dire que le dollar ne sera plus la monnaie de référence. Et c'est pour cela que Poutine a effectivement, depuis 2014, il vendait son gaz et son pétrole en dollars, et avec les dollars, il achetait de l'or pour que sa monnaie ne soit pas dévaluée. En fait, tu as posé une question très intéressante, à savoir, est-ce qu'il y a d'autres puissances qui pourraient remplacer les États-Unis et décider d'envahir d'autres peuples, etc. Quand on fait une petite rétrospection sur l'histoire de l'humanité, on se rend compte que les peuples ont toujours vécu dans une forme de fonctionnement qui n'impliquait pas d'envahir à tout va le reste de la planète et de la coloniser. L'Afrique, qui est le berceau de l'humanité et qui donc a développé les bases de toutes les sciences et de toutes les technologies
qui sont utilisés actuellement sur cette planète, avec la capacité de Christophe Colomb. On parle de Mansa Aboubakar II, qui a pu faire un voyage vers le Mali et qui a donc rencontré des Amérindiens. Et il a été tellement apprécié qu'il n'est pas rentré au Mali. Il est resté là-bas. Et donc, pourquoi il est resté? C'est parce que les Amérindiens l'appréciaient. Il n'a pas été soumettre les Amérindiens parce qu'il avait une puissance maritime que les autres n'avaient pas. Et donc, on voit que cette velléité, cette volonté de conquérir la planète et de soumettre tout le monde, ce n'est pas une volonté qui est partagée par tous les habitants de la planète. Quand on regarde dans le rétrovisuel l'histoire de l'humanité, on voit que cette volonté-là, elle vient d'une petite partie de la planète, le Moyen-Orient et l'Occident. Depuis les guerres menées par les Arabes, et puis par les Romains, les Grecs, maintenant les Occidentaux, maintenant les États-Unis, mais qui est en fait l'enfant de l'Angleterre, qui est aussi un pays anglo-saxon, donc européen. Et donc, on comprend bien que l'humanité, toute la planète n'a pas cette volonté, comment dire, de laquelle ils ne peuvent pas se détacher, qui est toujours d'envahir, de soumettre, d'imposer un dictat à tout le monde. Donc, il faudrait aussi que les Occidentaux, qui représentent moins de 30% de la surface ou de la population de la planète, apprennent aussi à comprendre qu'ils ne peuvent pas être tout le temps ceux qui gouvernent la planète et donnent les directives à tout le monde et que tout le monde accepte. Cela a marché pendant un certain temps, mais on est dans une période où les nations commencent à lever la voix, à dire qu'ils n'en veulent pas. On le voit avec la Russie, mais on l'a vu aussi avec la Chine, qui a pris son indépendance commerciale, numérique, qui est en train de prendre son indépendance technologique. Aussi d'autres pays d'Afrique, comme le Mali, qui a coupé le cordon ombilical avec la France. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent plus de ce fonctionnement qui consiste à ostraciser le reste de la planète au profit d'un petit nombre. Oui, alors France, bien sûr, l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais alors comment expliquer, puisque j'entends souvent ce raisonnement ici ou là, que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, bon d'accord, tout le monde s'accorde à le dire, et puis j'entends dire que l'Afrique n'a jamais envahi d'autres contrées, n'est jamais sorti, en fait, les Africains ne sont jamais sortis de l'Afrique pour faire la guerre, etc. Mais comment expliquer le fait que l'Afrique soit le berceau de l'humanité, qu'on trouve la présence des Africains dans tout le monde, que ce soit au Mexique, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Corée, on trouve en Inde, on trouve des traces. Alors les Africains, ils ont quitté le continent africain, pourquoi? Est-ce qu'ils avaient besoin d'aller s'installer dans les pays froids ou s'installer ailleurs, alors que chez eux, ils sont si bien? Eh bien, justement, c'est ce qui est particulier avec l'homme, parce que l'homme a toujours en lui cette quête de l'inconnu. L'homme n'aime pas se poser des questions et ne pas avoir les réponses. Quand on regarde les nuages, on se demande toujours comment est-ce que c'est fait. Et donc, quand on observe bien, et si on voit qu'il y a une montagne et qu'on voit qu'il y a des nuages qui sont au niveau de la montagne, ben, notre première idée, ce sera de grimper cette montagne pour arriver au sommet, pour comprendre comment les nuages sont faits. C'est la curiosité de l'homme. Donc, quand l'homme voit il y a des limites, donc il essaie de s'approcher de ces limites-là pour comprendre ce qui est fait. C'est cette curiosité-là qui a amené l'Africain à braver les difficultés. On pourrait se dire, bon, on est dans le plat, on est tranquille, pourquoi vouloir escalader une montagne pour aller comprendre le fonctionnement des nuages? Ben, c'est cette quête de la connaissance qui a amené l'Africain à coloniser le reste de la planète pacifiquement, parce qu'il n'y avait pas d'autres
habitants à cette époque-là. Et donc, pourquoi est-ce que l'Africain n'a pas envahi d'autres continents pour les piller, etc. Ben, quand on a déjà tout, c'est difficile d'aller voler ce qu'a le voisin. C'est surtout, le voleur, c'est toujours celui qui n'a pas et qui va voler ce que l'autre il a. Et après, une fois qu'il a pris l'habitude de voler, même s'il a tout, il va continuer parce que c'est devenu une habitude chez lui. Mais celui qui vole pour la première fois, c'est celui qui n'a pas. Et donc, on comprend que dans les conditions extrêmes dans lesquelles vivaient les Européens, cela peut se comprendre qu'ils aient été tentés par cette idée d'aller s'accaparer des biens des autres, ce qui n'était pas forcément le cas des peuples qui vivaient dans des latitudes où ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils avaient la nourriture, ils avaient la terre, ils avaient les animaux, ils avaient tout ça. On a tout ça en Afrique. Donc, aller envahir l'Europe, déjà, c'est pour avoir quoi? On a déjà tout ce qu'il faut en Afrique. Donc, on peut comprendre les Européens qu'ils aient eu cette idée de vouloir s'accaparer ce qui ne leur appartenait pas. Mais par contre, ce que l'on peut regretter, c'est qu'il n'ait pas eu ce niveau de satisfaction de l'hospitalité qu'ils recevaient, par exemple, quand ils ont été chez les Amérindiens. Les Amérindiens leur donnaient des choses avec joie en plus. Et les Africains aussi, hein, ils partageaient. Ce sont des peuples qui aiment partager ce qu'ils ont. Mais par contre, quand on n'arrive pas à se satisfaire de la quantité que l'on reçoit, on se dit, ouais, si on vient avec la force, on va avoir encore beaucoup plus. Et donc, et c'est cet appétit insatiable qui amène jusqu'à maintenant l'Europe à vouloir imposer son dictat sur le reste de la planète parce qu'ils ont beau piller, mais ils veulent toujours avoir plus. Et donc, dans cet engrenage-là, si ce n'est pas la victime qui met fin, ce n'est pas l'Occident qui va se dire, bon, ben, on a assez, on va passer à une relation d'égal à égal, de partage, etc. Alors, quelques vives réactions sur les réseaux et déjà une première question d'un internaute qui dit carrément, peut-on arrêter cette guerre? Je considère que l'asphyxie économique, c'est le pari qu'ont fait les Européens avec les États-Unis en prenant un train de sanctions absolument extraordinaire et historique contre la Russie. C'est ce qu'affirment tous les experts. Ils rappellent que ces sanctions seront donc immédiatement levées en cas d'arrêt du conflit. Et il dit, mais attention, les sanctions économiques ont leurs limites. Et ce qui rend très pessimiste cette situation, c'est que quand on a déclenché une opération militaire d'envergure à l'échelle de tout un pays, qu'on a subi les pires sanctions économiques, diplomatiques, symboliques, sportives, culturelles dont on n'ait jamais entendu parler depuis la fin de la guerre froide, on veut quand même aller jusqu'au bout. Que dit la Bible à ce sujet? Y a-t-il, et là encore, deuxième question de cet internaute, y a-t-il un terrain biblique spirituel qui pourrait expliquer cet entêtement là, juste à la fin du monde? Stéphane D. disait justement que l'Allemagne avait voté un budget d'armement de 3% du PIB de l'Union européenne, du jamais vu depuis 1947. Aujourd'hui, il aurait aimé savoir certainement si Emmanuel Macron, notre président par exemple, va faire voter, maintenant qu'il a constitué son gouvernement, un budget qui serait donc soit équivalent ou en tout cas qui irait dans ce sens. Parce que nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on va réagir. Au sujet de ce que Franz disait sur l'Afrique, Victorieux Le Salut disait « L'Égypte pharaonique a mené des guerres de conquête, il me semble, et corrigez-moi si je me trompe, sur les tombes des pharaons, il y avait des signes de conquête militaire. Donc, l'Afrique a l'habitude de conquérir. Et il y a une prophétie qui explique que les Juifs noirs, les vrais, seraient dispersés dans toutes les nations sous les cieux avec l'Égypte pour 400 ans. À ceci, Marlène, sur notre chat de Zoom, nous dit, mais après la mondialisation, la globalisation, l'univers terrestre, selon la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse, la question du jugement de Lucifer n'est-elle pas justement posée?
Est-ce que ce n'est pas l'esclavage mondial du peuple noir qui explique partout leur présence? Ceci était donc en réaction à ce que disait notre frère Franz. Et pour terminer, historiquement, disait Stéphane, en rebondissant sur les différentes interventions, historiquement, l'Europe était noire. La royauté anglaise noire, les archives et les traditions de couronnement du nouveau roi et de reine y ont décrit la noblesse anglaise comme étant noire. Il y a eu donc un remplacement, avant le grand reset dont on parlait, il y a eu un remplacement historique chronologique et aujourd'hui, il se vérifie. Voilà pour les quelques réactions. Ce que je vais dire va certainement remettre en cause un certain nombre de connaissances que l'on voudrait scientifiques sur la disposition de la planète. Je pense, pour avoir étudié un peu le sujet, que l'instauration ou l'arrivée de continents s'est fait à partir de la tour de Babel lorsque le monde était, en tout cas la terre était uniforme, unie, et que Dieu a dispersé les hommes parce qu'ils avaient, après avoir fait après qu'il ait détruit la tour de Babel, et donc forcément ceux qui étaient en place lorsque les continents se sont formés et que la terre s'est séparée, eh bien, ils sont restés là où ils étaient. Et c'est peut-être l'une des raisons qu'on peut évoquer pour comprendre que les Noirs étaient un peu partout. À l'origine, on les retrouvait partout, mais ce n'est pas parce qu'ils étaient, ils ont forcément, ce n'est pas forcément le fruit de conquête ou le désir d'explorer le monde. Bon, après, oui, c'est venu peut-être après, mais avant tout, je crois en tout cas, pour ma part, que la première raison que l'on pourrait évoquer, c'est la séparation de la Terre en pays, en continents, qui a donné les 5 continents sur lesquels se trouvaient les hommes à partir de la tour de Babel. Ça, c'est la première chose. La prophétie nous dit qu'il y aura un temps où les 10 orteils voudront faire s'unir, mais qu'ils ne seront jamais unis parce qu'ils ont des intérêts divergents. On oublie que la plupart du temps, ils disent, je ne sais plus qui est-ce qui disait que les peuples, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et donc, là encore, on voit bien que ce n'est pas parce que l'Europe a faim ou soif qu'ils viennent piller l'Afrique. Ce n'est pas vrai. À partir du moment où nous sommes rentrés dans l'ère industrielle, l'industrie ayant besoin pour se développer de certaines matières et que ces matières se trouvent par le plus grand des hasards, on ne sait même pas pourquoi, se trouvent sur la terre, sur le continent africain, et ben, c'est une des raisons pour lesquelles l'Afrique est devenue la source de tous les intérêts, de l'intérêt de l'ensemble des nations, parce que la majeure partie des minéraux qui constituent, ne serait-ce que pour l'informatique, les terres rares, le coltan, le cobalt et tout ça, ils en ont besoin et ils ne l'ont pas. Donc, c'est la raison pour laquelle, et c'est une raison purement économique, qui font que, que le reste du monde cherche à s'approprier l'Afrique. Les accords de Yalta, où ils ont séparé l'Afrique en 10, ils se sont séparés de l'Afrique, ils n'ont pas demandé aux Africains leur avis. Et je regardais hier un reportage qui expliquait qu'il voulait dénoncer au Cameroun, il voulait dénoncer un contrat d'État qui a été fait avec la Chine, où il montre la disparité de gains entre le contrat qui a été fait avec les Chinois et ce que les Chinois vont gagner, qui est pharaonique par rapport à ce que par rapport au contrat qui a été signé, ce que ça va rapporter au Cameroun. Et donc, aujourd'hui, il faut bien comprendre que toute cette guerre, il y a derrière un petit groupe d'hommes insatiables. Plus ils ont de l'argent et plus ils en veulent. Et leur seul objectif, c'est de s'enrichir outre mesure. Je me demande pourquoi faire, parce que finalement, on ne mange que 3 repas par jour. Tout le monde ne peut manger que 3 repas par jour. On ne peut pas en manger 4, 5 ou 6.
mais ça, c'est leur objectif, c'est d'avoir le plus d'argent possible, en sachant que l'argent, c'est mammon, et que finalement, est-ce que ça ne détermine pas leur orientation spirituelle du Dieu qu'ils servent? Plusieurs questions sont venues et qui rappellent le thème. Alors, j'aimerais peut-être pas donner une réponse aux questions qui ont été posées, mais simplement revenir au débat et partager avec vous ceci. Nous avons ici le thème vers une guerre nucléaire et la fin du monde ou un autre avenir. Voilà la question sur laquelle nous devrions tabler aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir dressé le décor, d'avoir dessiné l'environnement dans lequel tout cela se présente. Mais pour revenir à la Bible, en Daniel 2,40, voilà ce qui est dit. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Ceci est intéressant parce que cette déclaration nous place devant quelque chose de bizarre. Et quand je dis bizarre, j'entends par quelque chose qui nous interpelle. Et quelle est cette chose qui nous interpelle? Vous vous souvenez qu'il y a eu un certain Daniel, prophète, et un certain Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, roi de Babylone. Selon le récit biblique, il a une vision. Et que voit-il dans cette vision? Il voit une statue de plusieurs métaux avec des pieds étranges et son observation dans son rêve fait qu'il est très étonné. Il va donc appeler ses magiciens, tous ceux qui peuvent éventuellement lui expliquer les choses. Il va oublier tout cela, mais dans sa vision, il voit que la statue a une tête d'or, elle a une poitrine d'argent, elle a le ventre et les cuisses d'airain, elle a des pieds de fer et les pieds en partie de fer et d'argile. Et alors qu'il regarde, il voit une pierre se détacher et devenir tout simplement un tas de ferraille, et même qu'à la place, il y a une grande montagne. Voilà le rêve d'un roi païen. Nous dirons païen. Ce roi est en problème, il ne s'en souvient pas. Il va donc demander une explication. Il va menacer son entourage et finalement, on lui dira, on ne peut rien te dire, mais il y a quelqu'un qui peut t'expliquer cela. Et Daniel reçoit de Dieu, selon la Bible bien sûr, la même vision qu'il expose au roi. Et voilà. Maintenant, dans le même chapitre, le chapitre 2, cette vision a une explication. Et l'explication de cette vision est assez claire. Assez claire dans le sens où Daniel, quand il va se présenter devant le roi, va lui dire, mais ce que tu as vu n'est pas si étrange que ça, parce que les parties qui composent cette statue, ce sont des royaumes. Et ces royaumes, ils se présentent de la manière suivante. Tu es la tête d'or, Babylone, mais après toi, il y aura un autre royaume. Et ensuite, un autre. Le royaume qui devait succéder à Babylone, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. Ensuite, le royaume de Javan, c'est-à-dire les Grecs. Et après, un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et là, nous avons ici une allégorie du royaume romain. Daniel donne l'explication, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile,
ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Voilà l'explication biblique d'une situation que l'histoire atteste. Et je vais donc le dire de manière assez claire. Si on se réfère à l'histoire et la succession des empires qui ont essayé de dominer le monde, c'est bien dans cette chronologie que nous nous trouvons. Et bien entendu, à la destruction de l'Empire romain qui a été envahi par 10 tribus barbares, ce qui est une réalité puisque nous sommes en Europe, à la suite de cette invasion, on va voir arriver un système. Alors, ce système dit démocratique, en réalité, qui veut atteindre le monde. Parce qu'aujourd'hui, le seul mot que l'on utilise pour qualifier un pouvoir politique, c'est démocratie, ou un autre mot, c'est autoritarisme, dictature, etc., etc. Donc, le problème, il est là. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons comme situation? Nous avons l'OTAN, l'ONU, la CEDEAO pour l'Afrique, la CEMAC pour l'Afrique centrale. Nous avons l'UA, l'unité africaine pour le continent africain. Nous avons de l'autre côté la Chine. Nous avons la communauté européenne. Autant de points hégémoniques qui n'ont qu'une idée en tête, c'est prendre le lead de ce monde, d'une manière ou d'une autre, économique, avec des alliances, bien sûr, des traités, toutes sortes de choses. Mais c'est la réalité que la Bible nous enseigne. Et par contre, lorsqu'on entend Vladimir Poutine dire « nous avons des armes qu'aucune nation ne possède, nous avons des outils que nous utiliserons », souvenons-nous qu'il y a plusieurs puissances aujourd'hui dans ce monde qui possèdent la bombe atomique, qui ont l'arme nucléaire. Ce qui signifie que dans un avenir proche, si une petite étincelle venait enflammer le monde et incendier l'esprit des dirigeants, nous risquons d'avoir une guerre nucléaire. Que pensez-vous du petit détour biblique que nous avons fait? Que pensez-vous de cette question vers une guerre nucléaire et la fin du monde ou un autre avenir? Voilà donc la question d'aujourd'hui sur laquelle j'aimerais que nous devisions allègrement et avec confiance. Pour faire suite à ce que tu viens de dire, j'aimerais simplement rappeler, après, certains me diront que c'est juste une question d'interprétation, mais que Apocalypse 13 décrit donc la bête qui monte de la terre et qui a les deux cornes semblables à celles d'un agneau. Au verset 12, il est écrit qu'elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Bon, mais le verset 13 qui nous intéresse, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Alors, ça ne vient pas de moi, mais il me semble, j'avais entendu certains scientifiques qui disaient que finalement, est-ce que finalement, le feu du ciel ne serait pas justement tout l'arsenal qui est en possession des nations aujourd'hui pour faire la guerre, et on voit bien que tout ce qu'ils projettent pour détruire, c'est parce que
ils ont à leur disposition un certain nombre d'espaces aériens pour pouvoir le faire, et les bombes pour pouvoir les lancer. Hein. Il faut bien que ça vienne ou de la mer, puisque maintenant il y a des navires, et puis ou du ciel par les avions. Donc, c'était une proposition qu'ils faisaient en disant, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas ça? Et il semble que si on peut aller dans ce sens, on acceptait en tout cas cette hypothèse, celui à qui est attachée cette prophétie, c'est quand même la bête qui monte de la terre et qui a deux cornes. Et donc, on parle bien dans cette prophétie des États-Unis. Alors, est-ce que ce serait en réaction de ce qu'aurait produit Poutine? Il y a une autre prophétie qui peut aller dans ce sens-là. C'est la prophétie de Daniel 11, 40 à 45, entre le roi du Nord et le roi du Sud, où on voit que chronologiquement, la Russie attaquerait les États-Unis, et que finalement, en réponse, les États-Unis feraient une alliance pour pouvoir décimer la Russie. Chronologiquement, aujourd'hui, est-ce que qui sera le premier à déclencher les hostilités? Je ne suis pas en mesure d'y répondre. Il semblerait que la Russie ait fixé les limites de ce qui est acceptable pour elle, pour que les choses restent en l'état, et visiblement, les États-nations cherchent à le pousser dans ses retranchements, justement pour qu'il franchisse cette limite. Oui, si je peux enchaîner, je dirais que nous devons aussi avoir un point de vue qui ne soit pas trop infecté par la pensée occidentale. La pensée occidentale consiste à dire que tout ce qui est occidental est forcément mondial. Les guerres, il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. Il se trouve que les deux guerres qui ont été déclarées de mondiales n'ont impliqué majoritairement que des pays de l'Occident et quelques pays d'Asie, le Japon en espèce. Et l'Australie n'a pas été bombardée lors de cette guerre-là. Le continent africain n'a pas été bombardé pendant cette guerre-là. Le continent Amérique du Sud, sud-américaine, n'a pas été bombardé pendant cette guerre-là. Comment peut-on dire que quelque chose est mondial alors qu'il ne concerne moins de 40% du monde, en fait? Et si on prend les îles qui peuplent les océans, ça fait un grand territoire. La guerre n'a pas impacté les îles de la Caraïbe que l'on peut retrouver entre l'Asie et l'Afrique, etc. Donc, il faut aussi se garder à l'esprit que l'Occident, dès qu'il parle de lui, il parle de lui avec des superlatifs, communauté internationale. Quand on entend, oui, la communauté internationale a décidé, est-ce qu'il y a des chefs d'État africains qui ont été consultés pour prendre ces décisions-là? Non, ils décident tout seuls et ils disent que voilà, c'est la communauté internationale. Quand ils ont une valeur, cette valeur-là, elle est forcément universelle. Donc, nous devons nous rester un petit peu à distance de cette façon de voir les choses, de mêler toute l'humanité à un conflit qui, pour l'instant, n'intéresse que les Occidentaux et la Russie. Et donc, même s'il y avait une guerre qui pourrait être nucléaire, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je ne vois pas le bien fondé ni du bloc occidental, ni de la Russie d'aller larguer une bombe atomique sur l'Afrique, parce que ces deux blocs-là sont en guerre. Je ne vois pas non plus le bien fondé d'aller jeter une bombe sur l'Inde, sur le Pakistan, sur le Tadjikistan, sur le Japon, parce que la Russie est pour l'instant en guerre avec l'Ukraine. Et donc, il faut garder aussi la tête froide par rapport à toutes ces annonces de mondialisation de la guerre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas devenir mondiale par le jeu des alliances. Mais les alliances qui existent au jour d'aujourd'hui, là,
n'implique pas toute la planète. D'accord? Il n'y a pas d'alliance de protection réciproque entre le Cameroun et la France. Il n'y a pas d'alliance de protection réciproque entre le Niger et les États-Unis. Donc, si les États-Unis entrent en guerre avec la Russie, le Niger ne va pas automatiquement se sentir concerné. Donc, il faut aussi garder cette lucidité et cette distance. C'est vrai qu'ils sont en train de se chatouiller. Ils peuvent même être tentés de s'autodétruire, mais cela n'implique pas une destruction totale de la planète parce qu'ils ont décidé de se faire la guerre. Oui, France, tu as totalement raison. Et maintenant, essayons de regarder les choses en considérant le passé. Que s'est-il passé au cours de ce qu'on a appelé la Deuxième Guerre mondiale? Que s'est-il passé? Jusqu'à présent, selon la prophétie biblique, il y a une succession d'empires, de royaumes qui dominaient l'ensemble du monde à habiter dans la mesure où l'intérêt, que ce soit l'intérêt économique, l'intérêt social, était concentré autour de la mer Méditerranée. Maintenant, au cours de ce qu'on a appelé la Deuxième Guerre mondiale, les Africains sont allés se battre pour délivrer la France. Ce qui signifie qu'ils se sont sentis impliqués dans ce conflit par le fait qu'ils étaient attachés aux colons. Mais aujourd'hui, pratiquement tous les États africains, et je dis bien pratiquement tous les États africains, ont des accords de coopération avec les pays européens et occidentaux. Et ceci est clair avec la France, avec le Portugal, avec l'Allemagne, avec les États-Unis. Les États-Unis, pour avoir vécu très peu de temps en Afrique, j'ai dû me rendre compte que les États-Unis ont des ambassades extrêmement importantes dans des pays africains où il n'y a aucun intérêt pour que les États-Unis s'installent pour faire quoi que ce soit. Mais si vous allez voir sur place l'ambassade des États-Unis en Guinée, au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ce sont des structures énormes et on se demande, mais pour quelles raisons les États-Unis ont-ils construit des ambassades aussi fortifiées dans des pays qui sont en principe insignifiants? Donc ça, c'est la question que l'on peut se poser. Mais revenons à notre question. On sait aujourd'hui qu'une guerre atomique, une guerre nucléaire qui se déclencherait en Europe aurait un impact sur le reste du monde. Non seulement un impact économique, mais aussi écologique. Aujourd'hui, on sait que la Chine est en train d'observer le conflit en Ukraine, mais la Chine a déjà donné pratiquement son accord à la Russie pour une solidarité. Le BRICS, Brésil, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et l'Inde ont décidé de faire bloc et représentent les 2/3 de la population mondiale qui, si leurs intérêts étaient menacés, pourraient se défendre. Donc, on a une situation mondiale qui est électrique. Maintenant, ce que la Bible enseigne, même si on ne veut pas l'accepter, ou même si on ne veut pas y croire, ou même si on penserait qu'il y a toujours eu des guerres, il n'empêche que ces guerres ont une constante, une composante dans l'avenir de notre planète. Et elles vont de toute façon avoir un impact, France, de toutes les manières. Maintenant, c'est vrai que à quoi cela servirait-il d'aller larguer une bombe en Tadjikistan ou je ne sais où dans le monde, ou peut-être en Guyane? Ça ne servirait à rien d'autre que de sensibiliser la puissance qui est derrière ou le pouvoir qui est concerné. Et ceci pourrait donner une déflagration, je ne dirais pas mondiale, mais générale. Par contre, l'enjeu de tout cela, c'est quoi? C'est la richesse, ce sont les ressources.
Donc, je ne vois pas non plus pourquoi on va larguer une bombe en Afrique et détruire tout ce qui existe et qui fait l'objet de toutes les convoitises. Ce n'est pas logique. Mais la logique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que le monde marche vers quelque chose qui ressemble à sa fin et qui pourrait être sa fin. Voilà la question que nous posons et j'espère que nous allons encore avoir des réponses de votre part qui vont tourner autour de cela. Mais il n'empêche que ce que je viens de démontrer en lisant la Bible, cela nous montre que la réalité que nous vivons aujourd'hui est une réalité qui est incontournable. Aujourd'hui, nous avons, et je les ai cités, l'Union africaine, la SADC, la CEDEAO, l'OTAN, etc. Toutes ces entités ou toutes ces institutions n'ont qu'un but, instaurer la paix sur Terre. Et en même temps, avec l'arrière-plan de maintenir la Terre, le monde, sous la menace d'une éventuelle guerre, pour avoir une paix armée dans le but de se conforter sur le plan économique et dans l'exploitation des richesses. Voilà ce qu'il y a derrière. Mais peut-on penser que ce monde finira de cette façon? Et si oui, alors préparons-nous à disparaître. Sinon, quel avenir pourrait avoir le monde? Est-ce qu'il y a un autre avenir? Est-ce qu'il y a une autre voie? Est-ce qu'il y a une autre perspective qui permettrait d'être en paix et même d'avoir à utiliser l'intelligence artificielle peut-être pour nous aider à vaincre ce problème qui n'est pas encore résolu? Pasteur Roger, c'est un appel à... Tu es tantinet taquin, Pasteur Roger. Ouais. Non, mais... Je n'étais pas sur le starting block, mais cette invitation m'a un petit peu chatouillé. Mais de toute façon, l'intelligence artificielle est une constante dans l'avenir de notre monde, bienfaisant ou malfaisant, de toute façon. Oui, tout à fait. En fait, l'intelligence artificielle est à l'image de l'être humain, c'est-à-dire qu'elle peut être poussée à trouver des solutions pour le mal aussi, parce que tout dépend de comment les règles du jeu qu'on lui donne. Si on lui dit que les règles du jeu sont de détruire la planète, eh ben, elle va trouver la meilleure solution qui soit pour y arriver. Ne vous inquiétez pas. Hein. Et si on lui dit aussi que les règles du jeu sont de sauver la planète, elle trouvera aussi des solutions et des propositions. Concernant une fin du monde avec une guerre nucléaire, c'est quelque chose qui n'est pas à exclure dans la mesure où l'humanité possède intrinsèquement la puissance nécessaire pour déclencher tout ça. Mais c'est quelque chose qui est quand même extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un certain nombre de sous-marins qui sont équipés, qui ont pour vocation à empêcher un territoire de pouvoir faire ce qu'il veut. D'accord? Et donc, dans un premier temps, lorsqu'on a un ennemi, l'objectif consiste à abattre l'ennemi. Donc, à partir du moment où la guerre ne serait pas mondialisée avant un déclenchement nucléaire, il est peu probable que la planète finisse par sombrer parce que les ennemis auraient pour objectif, dans un premier temps déjà, de se neutraliser. Et cette neutralisation-là passerait par se larguer des bombes l'un sur l'autre, etc. Et donc, ça finirait par amoindrir leur capacité à vouloir détruire le reste de la planète a posteriori. Mais ce n'est quand même pas un élément à exclure dans la mesure où il y a quand même une probabilité qu'on puisse parvenir à une mondialisation. Les chances sont très minces. Hein. Tous les experts peuvent être d'accord là-dessus. Pour l'instant, les pays africains, il suffit de regarder les votes à l'ONU. Hein. La plupart des pays s'abstiennent. Ils disent, nous, on n'est ni du côté des Russes, ni du côté des Occidentaux. Donc,
alors qu'il n'y a pas encore de déclaration nucléaire. On imagine mal tous les pays qui se sont abstenus alors qu'il n'y avait même pas de guerre nucléaire finissent par se prononcer pour un bloc alors qu'il y a l'annonce d'une guerre nucléaire qui s'approche. Mais l'humain est tellement imprévisible et que je ne pourrais pas garantir à 100% qu'on n'arrivera pas là, mais la tournure dont prend les choses ne devrait pas aboutir à l'élimination de la planète. Ça va peut-être encourager les passionnés de la Bible qui lisent que la Terre ne sera jamais détruite, par exemple. Aujourd'hui, il est clair que dans sa stratégie, l'Occident a cherché à rallier le reste du monde, puisque le secrétaire d'État américain est allé en Chine, il est allé en Afrique, il est allé en différents endroits pour demander aux autres peuples qui regardent de loin le conflit entre l'Ukraine et la Russie de prendre position pour le bloc occidental, pour l'OTAN. Mais on remarque aussi que toutes ces nations sont restées en retrait, refusant de condamner la Russie, ce qui signifie implicitement qu'elles ne sont pas pour l'OTAN. Si elles refusent de condamner l'invasion de l'Ukraine, elles, implicitement, laissent supposer qu'elles ne sont pas non plus du côté des Occidentaux et ne constituent pas un contre-pouvoir, mais constituent simplement un élément de stabilisation actuelle. Donc, moi, je ne suis pas de ceux qui croient que l'homme aura la capacité de détruire la Terre de manière entière. Pour que cela se fasse, il faudrait détenir une bombe qui puisse arriver sur tous les continents et les détruire en même temps. Et dans ce cas-là, même les lanceurs de bombes, même dans leur avion de l'Apocalypse, n'échapperaient pas à la destruction. Donc, je ne crois pas que les choses se passeront ici. Et ce n'est pas seulement s'appuyer sur la Bible pour le penser, mais croire qu'il y a probablement, au bout de cette expérience, quelque chose d'autre. Alors, est-ce que, et c'est la dernière question pour aujourd'hui, parce que le temps passe vite, est-ce que vous croyez que l'une des puissances qui se manifeste aujourd'hui aurait la capacité de satisfaire le reste du monde en lui apportant le bien-être et la sécurité que tout le monde attend finalement? Malheureusement, ceux qui pensent le monde à notre place voudraient que ce que tu viens de décrire, le bonheur et la sécurité sur la planète, ne soit que pour 500 millions de personnes, puisque c'est le projet qu'ils poursuivent et que sur la pierre de Bridgestone, dont je ne me rappelle plus exactement le nom, c'est ce qui est décrit dans un certain nombre de langues. Donc, est-ce que finalement, ma question, c'est est-ce que finalement nous serons là pour en profiter, puisqu'ils voudraient que ce ne soit que pour un petit nombre très limité d'individus. Moi, ce que je crois très sincèrement, c'est que l'homme fait des plans, mais finalement que c'est Dieu qui dispose de toutes choses. Le texte de Daniel nous dit que la petite pierre va se détacher sans le secours d'aucune main, qu'elle viendra frapper les pieds de la statue et la mettra en ruine. Et à la place, il y a une grande montagne qui va s'instaurer et sur laquelle sera installée la cité de Dieu. Moi, c'est ce que je crois. C'est ce que je crois, que l'homme soit en capacité de détruire son environnement, parce que finalement, il n'est question que d'environnement. La Terre, la planète en elle-même, il ne peut pas la détruire. Il ne pourra détruire que l'environnement dans lequel se situe un certain nombre d'individus sur tel continent ou tel autre continent, mais détruire la Terre, ce n'est pas de son ressort, simplement parce que d'abord, ce n'est pas lui qui l'a créé, et donc il n'aura qu'un impact, il peut y avoir un impact écologique
et environnementale à utiliser la bombe atomique. Et on voit bien que Nagasaki et Hiroshima, ils n'ont pas détruit tout le Japon. Ils ont détruit une partie de l'environnement sur lequel les bombes sont tombées, mais ça s'est arrêté là. Et donc, malheureusement, bien sûr, alors ça implique moi je crois surtout que ça implique la réflexion de tout un chacun à comprendre que finalement nous sommes dans une impasse et que à un moment donné il y aura un choix à faire, un choix éclairé, et que il faudra bien choisir son camp, camarade. Où nous mettrons, nous serons du côté du créateur, ou nous serons de l'autre côté, mais chacun devra faire le choix de ce qu'il veut pour son avenir. Il est évident qu'aujourd'hui, la situation ne se présente pas comme un choix à faire entre l'Occident, l'Orient, entre la Russie, entre l'Ukraine, etc., mais un choix à faire pour son avenir propre. Alors, je vais me tourner vers Laurence pour savoir comment nos internautes ont réagi à tous les propos qui ont été tenus ici depuis le début de l'émission. Pasteur Roger, depuis le début de l'émission, les internautes réagissent aux quelques interventions qui ont été faites, notamment la tienne, concernant justement tous les organismes que tu as cités, UA, CEDEAO, CEMAC, SADC pour l'Afrique australe. Et un internaute disait qu'en réalité, c'était des coquilles vides puisque toutes ces organisations n'arrivaient même pas à unifier, à harmoniser leurs actions ou même à avoir du pouvoir dans le monde. Ce même internaute disait que l'Apocalypse a fait l'objet et continue de faire l'objet de trop d'interprétations et de réinterprétations au fil des siècles et on en perd le sens. Il a aussi tout de suite réagi en disant que l'Afrique est d'une manière ou d'une autre impliquée, quoique loin, via les votes à l'ONU à 2 reprises. Il y a eu un vote pour condamner la Russie. Les pays africains furent appelés à voter et apparemment, les Africains n'y sont pas allés volontairement puisqu'ils n'ont pas opposé quoi que ce soit à la Russie, puisqu'il me semble que sur le territoire africain, la Russie est beaucoup intervenue économiquement. Alors, ce même internaute terminait son propos en disant que les Africains ne sont pas allés volontairement, durant la Deuxième Guerre mondiale, combattre aux côtés des Européens. Il remet en question cette réflexion. Nous avons Rachel qui a également réagi à la présentation que tu as faite du rêve de Nebuchadnezzar en disant que Nebuchadnezzar avait un passif commun avec l'un des personnages de la Bible, que je vais citer tout de suite. Alors oui, elle disait que justement, il a sans doute reçu en héritage une connexion spirituelle puisqu'il venait de Chaldée comme Abraham et que par ailleurs, c'est bien Dieu qui disperse le peuple à Babel, qui n'est que le précurseur de Babylone. La tour de Babel, pour Rachel, c'est qu'il y a donc bien une migration des peuples par affinité de langue, mais pas par affinité de race. Elle réagissait encore en disant que tous les gouvernements mondiaux ont eu des désirs, mais on voit bien qu'ils sont empêchés puisque les intérêts des uns ne sont pas les intérêts des autres. Et comme dans le passé, la capacité de l'homme à mondialiser ses actions, ses volontés, ses batailles, ça c'était en relation avec ce que tu disais, Franz, la volonté de mondialiser les batailles, mondialiser les guerres est très limitée et circonscrite. Elle ne pense donc pas que l'homme puisse détruire la Terre. Sur le chat du Zoom, Marlène continuait son propos en disant que la Terre était informée vide dans Genèse 1er, verset 1er, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que ce n'était pas une première destruction nucléaire quand on pense à la manière dont le monde a été créé? Je vais afficher rapidement ma feuille de questions parce qu'il y avait 3 questions qui ont été posées, 2 sur le chat et une hors du chat. Il y a un internaute qui demandait, est-ce que la bête qui prophétise à la fin des temps sera une personne possédée par Satan ou une forte entité politique et militaire guidée par une fausse église? Deuxième question, les faux juifs Ashkénazes disent qu'ils attendent le Messie qui va unifier le monde. Et les religions
et les religions. Pardon. Est-ce que le Messie et la bête, c'est la même personne ou bien c'est le faux prophète? Voilà pour les deux questions qui ont été repérées. Et une troisième réflexion, est-ce qu'on n'assiste pas à la dédollarisation du monde avec le retour à l'étalon or de la Russie? Voilà pour les différentes interventions, questions, réflexions et réponses. Merci. Je pense que Franz s'empressera de répondre à la dernière question, la dédollarisation du monde au profit du rouble et peut-être des monnaies du brisque, le yuan, etc., etc. Oui, effectivement, ça fait un moment que ça a commencé. Il faut se rappeler aussi que depuis les accords de Bretton Woods, les Américains se sont érigés en maîtres du monde avec un accord qui a été taillé par eux et pour eux et qui est à leur avantage, qui leur permet en réalité de s'acheter le monde avec du papier. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que quand on achète, quand ils achètent un bien réel ou un service réel, ils émettent du papier, ils émettent de la dette, donc une dette qui sera à rembourser plus tard ou pour acheter une propriété intellectuelle, etc., etc., à l'avenir. Donc c'est comme ça qu'ils se permettent d'acheter le monde. Et évidemment, ce n'est pas du goût de tout le monde. Et surtout pour ceux qui travaillent de manière acharnée comme la Chine qui est passée en 30 ans du top, pratiquement dernier du top 20 à première puissance mondiale au niveau économique. Et donc tout ça, c'est le fruit de leur travail et c'est l'un des pays qui ont le plus de dettes, acheté le plus de dettes des États-Unis. Et ils ont compris que ça ne pouvait pas continuer comme cela. Et tant que le dollar resterait la monnaie d'échange internationale, tout le monde continuerait à se faire léser parce que les États-Unis sont, comme tout le monde le sait, le seul pays habilité à imprimer du dollar américain. Et donc, les autres pays ne peuvent pas imprimer du dollar américain. Et donc, ils sont lésés, eux. Et donc, la Chine est autorisée légalement à imprimer sa monnaie nationale, le yuan, et la Russie, du rouble. Et donc, il n'y a que l'or qui permet d'équilibrer, comme ça l'était avant, hein, les résultats des échanges, c'est-à-dire qu'on fait des échanges commerciaux. À la fin, la différence se solvait en or. Et donc, c'est pour ça que le BRICS, par exemple, a créé un système d'échange et de compensation. On appelle ça la compensation, c'est-à-dire qu'à la suite d'échanges commerciaux, le pays qui doit de l'argent, donc il compense avec une monnaie qui a été définie à l'avance. Et donc, effectivement, ces pays-là, ils voient qu'ils travaillent dur. Hein. On sait que les Chinois, j'ai pas mal de partenaires en Chine. Je peux vous dire que des fois, à midi en Guadeloupe, il est minuit en Chine, mais ces gens-là, ils travaillent toujours. Et ce n'est pas une personne comme ça qui sort du contexte, mais c'est toute une population comme ça qui travaille depuis une trentaine d'années à une impulsion économique globalisée de la nation chinoise. Et donc, c'est pour cela que les autres pays ont dit, voilà, on va créer un système pour faire contrepoids, pour mettre fin à cet abus, parce que c'est un abus de position dominante qu'utilisent les Américains et aussi les Européens avec l'euro, parce que l'euro est la deuxième monnaie qui permet de faire un certain nombre d'échanges au niveau international. Donc, cette dédollarisation n'apporte qu'un certain équilibre qui n'aurait jamais dû cesser d'être, parce que les autres pays n'ont pas vocation à être l'esclave d'un bloc. Donc, les échanges devraient se faire de manière égalitaire entre un pays à un autre. Et c'est cet abus de position dominante des États-Unis qui a attiré la foudre des autres pays, qui fait que les pays ont ce désamour
par rapport à l'Occident, c'est parce que l'histoire l'a montré depuis plusieurs décennies. Ce fonctionnement a une tendance à profiter qu'aux États-Unis ou au bloc occidental en majorité, et non pas aux pays du Sud qui se font copieusement piller. Les questions sont diverses. J'ai noté qu'il y a des questions relatives à l'identification des bêtes d'Apocalypse 13. Alors, j'aimerais dire à nos internautes que, bien entendu, il nous sera difficile de répondre à toutes les questions en même temps, puisque aujourd'hui, le sujet tournait autour de la possibilité d'une guerre nucléaire qui pourrait correspondre à une fin du monde. Il est clair que même si une guerre nucléaire devait survenir, nous avons conclu aujourd'hui que le monde ne pourrait pas disparaître. Cela paraît inimaginable, même si certains pensent que ce serait possible. Mais vers un autre avenir, certainement, parce que on ne peut pas non plus imaginer que les siècles qui s'annoncent, les siècles qui viennent, seront encore des siècles où nous serons confrontés à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut bien que ça s'arrête un jour. Alors, j'aimerais rappeler que dans la vision de Daniel, la vision de Nebuchadnezzar dans un premier temps et expliquée par Daniel, il est question d'une pierre qui vient sans le secours d'aucune main et qui correspondrait à un éventuel changement de situation de ce monde. Et apparemment, selon la Bible, bien sûr, ce monde serait un monde de justice, de paix, où il n'y aurait aucune menace nucléaire, où il n'y aurait aucune menace dans ce contexte. Cela me pousse à vous dire que les questions qui ont été posées concernant les bêtes seront à nouveau traitées très bientôt. Quand je dis très bientôt, je veux rappeler que j'avais promis qu'à la suite de ces réflexions sur la guerre en Ukraine, nous allions nous intéresser à la prophétie et nous commencerons par la semaine prochaine à nous poser une question que je vais vous proposer. Les prophéties de Daniel sont-elles crédibles? Voilà, c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine, ce qui nous permettra de revenir sur les questions concernant les bêtes, puisque en Daniel 7 et Daniel 10, Daniel 9, 7 à 10, nous avons toute une série d'explications et aussi d'interventions à faire sur les bêtes, et cela en relation avec l'Apocalypse, puisque nous savons que le livre de Daniel se distingue de tous les livres prophétiques pour être un livre où Dieu aurait révélé ce qui va se passer à la fin et rappelle que ceci sera dévoilé plus tard à Jean. Donc, nous allons coupler ces deux livres, Daniel et Apocalypse, et cheminer dans ces études pour voir quelle est la crédibilité de ces prophéties qui ne sont pas des réinterprétations de l'histoire, puisque quand on étudie le livre de Daniel, on ne se rend pas compte qu'il est question de réinterpréter l'histoire, mais plutôt de prédire l'avenir et prédire l'histoire dans une chronologie qui se veut historique. Je veux remercier Franz, aussi Josué pour leur participation aujourd'hui. Je veux remercier Laurence, ainsi que tous les internautes sur YouTube et sur Zoom qui nous ont permis de réaliser cette émission. Nous avons regretté l'absence de certains qui d'habitude sont avec nous, mais nous croyons qu'ils seront avec nous la semaine prochaine. Et je vous rappelle, chers amis, que cette émission commence à une heure bien précise, c'est-à-dire 14h30 pour la Guyane, 13h30 pour les Antilles, 18h30 pour l'Afrique centrale, 17h30 pour l'Afrique de l'Ouest, 19h30 pour la France et les pays autour, ceux qui nous suivent. Donc, essayons d'être un petit peu plus à l'heure pour que nous commencions ensemble à la même heure. C'est ce que certains me réclament en me disant, oui, mais vous dites qu'il y a une heure pour commencer et vous ne commencez jamais à l'heure. Je veux dire qu'il m'est difficile de commencer tout seul, mais si je dois le faire tout seul, je le ferai sans problème. Je veux remercier France qui est toujours là avant l'heure.
ainsi que Josué, Laurence et les autres. Merci. Mais plusieurs d'entre vous sont occupés, je le comprends aussi. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. En même temps, je vous souhaite une bonne santé et que la paix soit avec vous.